L'esprit de l'ascenseur, une émission de Radio Expression, la radio qui éclaire votre opinion. L'émission de ce soir est consacrée à l'élection présidentielle et en compagnie de Xavier. Bonsoir. Difficile d'être passé à côté. Durant plusieurs mois, la France et l'Europe et une bonne partie des médias du monde ont vécu au rythme de notre très longue campagne, déjà bien installée à partir des primaires qui ont été une nouvelle fois déterminantes pour ces élections. Mais cette élection a aussi eu un retournement inédit, puisque elle a entraîné la recomposition d'une part du paysage politique français qui était établi depuis de nombreuses années, et aussi puisque elle a vu l'arrivée d'un candidat totalement imprévu il y a encore ne serait-ce qu'un an, l'élection de Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie et des finances, qui était une personne arrivant du milieu privé des affaires et dont la carrière politique a été extrêmement courte, et c'était même la première élection, et c'est pour une première élection une grande victoire puisqu'il arrive au plus haut poste en tant que chef de l'État. Donc ce soir, je serai en compagnie de mon ami Xavier, qui lui-même militant et qui a vécu cette campagne de près. Xavier, qui a été, je crois que justement, on peut le dire, donc militant pour les Républicains, mais qui aussi a une analyse pertinente, d'une part de l'intérieur, et aussi qui sait se placer dans un point de vue assez objectif pour compter dans le cadre de cette émission cette élection. Donc sans plus tarder, nous allons ce soir, dans un premier temps, analyser la campagne, puisque c'était une campagne assez inédite à de nombreux points, nous y reviendrons, et aussi plus précisément sur l'élection d'Emmanuel Macron et ce qu'elle annonce. Donc Xavier, d'abord, bonsoir et merci d'être venu. Tu me disais, et puis on va se tutoyer, tu as été toi-même depuis longtemps investi dans cette campagne, déjà depuis les primaires. Peux-tu déjà nous expliquer comment cela s'est passé chez les Républicains et ce qui a aussi motivé ton engagement et ce que tu as pu voir et en tirer comme enseignement? Oui, eh bien, c'est avant qu'on commence ces primaires, ça semblait pour tout le monde une bonne solution pour déterminer qui serait le candidat pour la famille politique. On avait certainement à l'esprit ce qui s'était passé en 2012 avec François Hollande, qui avait gagné la primaire de son parti, qui lui avait permis ensuite de gagner l'élection présidentielle. Et je pense qu'on est tous partis un peu à droite avec l'idée que la primaire était devenue la solution pour trouver quel était le meilleur candidat pour notre famille politique, pour la droite. Alors que avec un tout petit peu de recul, mon analyse est la suivante. Suite au 21 avril 2002, la gauche particulièrement et la droite, dans une moindre mesure, ont commencé à avoir peur de ne pas être au second tour. Pour la gauche, c'était particulièrement, c'était plutôt une peur raisonnée, puisque en l'occurrence, elle n'avait pas été au second tour en 2002. C'est vrai. Mais ça poussait ces deux partis un peu à faire n'importe quoi. Et pour moi, il y a trois items, il y a trois comportements, il y a trois idées qui ont émergé et qui ont fait que ces deux partis cette année ont fini par complètement sombrer. La première réaction par rapport au 21 avril, c'était l'invention du vote utile. Le vote utile, c'est qui pourtant
depuis quelques années. C'est-à-dire, quand tu dis la première invention, c'est-à-dire depuis le 20 avril, hein, c'est pas depuis cette élection. Depuis le 21 avril 2002. D'accord. Moi, je replace ça depuis ces 15 ans-là. Tout à fait. Je pense que ce qui s'est passé cette année est l'aboutissement de toutes les mauvaises réponses tactiques que les partis ont mis en place pour essayer de se régénérer sans changer le fond. Et le vote utile, c'était quoi à partir de 2006, mais on l'a vu aussi en 2012 pour le PS. Et alors cette année, en 2017, c'était génial. Il y avait à la fois la droite, à la fois Macron, à la fois le PS, à la fois Mélenchon. Tout le monde parlait du vote utile. Tout le monde était le vote utile contre le FN, et même le PS qui avait inventé ça. S'est fait avoir par Mélenchon, qui a été le vote utile de la gauche. Donc bon. C'est vrai, il a bien siphonné le Parti socialiste. Le point de toute façon sur le vote utile, c'est que c'est un argument vraiment par dépit, et que c'est pas très encourageant pour les électeurs de venir voter contre quelqu'un dès le premier tour. Et c'est assez inefficace en fait ce vote utile. C'est vrai. La seconde chose, je vais passer un peu rapidement. Oui, bien sûr. La deuxième chose que les partis ont fait, c'est de faire des alliances, que ces deux grands partis ont fait, c'est de faire des alliances avec des formations minoritaires. Bon, alors ça, elles l'ont toujours fait, des accords législatifs. Je te donne des circonscriptions, je te laisse des circonscriptions dans lesquelles je ne mets pas de concurrent, je ne donne pas d'investiture. En retour, tu ne présentes pas de candidat au présidentiel. C'est ça les accords législatifs entre des formations majoritaires et des formations minoritaires. Donc, généralement, le PS avait des accords avec les radicaux, avec les Verts, et à droite, on avait des accords avec l'UDI, par exemple, avec le centre. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionnait tant que ces deux partis étaient vraiment des mastodontes incontestables, qu'ils étaient en rapport de force. Cette année, les accords qu'ont passé ces deux formations sont des accords léonins. Alors pour ceux qui ne sont pas juristes, léonin, ça veut dire qu'on se fait complètement avoir. On paye un prix exorbitant. Pour ce qui est des Républicains, les Républicains ont passé un accord avec l'UDI pour 96 circonscriptions. Donc on est quasiment à 15% des circonscriptions pour des gens qui ont un poids politique extrêmement faible dans le pays. Et pour la gauche, c'est encore pire. Le PS a accepté de donner, je crois que avait lâché 60 circonscriptions pour Europe Écologie Les Verts, alors même que le candidat était, je sais pas, peut-être encore 2 semaines avant la fin des investitures, n'avait que 200 investitures. Il était très vraisemblable que le candidat n'ait même pas la possibilité de se présenter. Donc en fait, l'accord en lui-même n'aurait même pas dû se justifier vu qu'il n'y avait rien à négocier. Et l'EPS cette année était tellement dans une situation catastrophique qu'ils ont même fait un accord avec Europe et l'Écologie Les Verts qui n'avait strictement rien à vendre. Donc ça, c'est des choses dont on parle pas très souvent, mais qui sont la marque de la faiblesse. On va parler ensuite de l'affaiblissement de ces partis, mais ça, c'est des choses qui vraiment font partie de cet affaiblissement. Et pour revenir aux primaires, voilà, parce que primaire, c'est vraiment, à mon sens, l'erreur fondamentale qu'on a faite aux Républicains, mais également à bon gauche. Moment de l'émission à parler des primaires, peut-être. Je pense que... D'ailleurs, question... est-ce que c'était pour toi tes premières primaires? Parce que bon, c'est pourtant pas la première fois qu'on a des primaires pour les élections présidentielles. 2012, il y avait des primaires à droite ou pas? Non. Alors, non. C'est la première fois qu'il y en a à droite, c'est bien ça. Parce qu'on avait un président sortant. Oui, et d'accord. Normalement, quand dans notre famille politique, il y a un président sortant, la question des primaires ne devrait même pas se poser. C'est vrai. En fait, c'est l'affaiblissement de l'autorité de François Hollande qui a permis l'émergence d'un débat. Mais je me souviens que l'idée avait germé dans la tête de, je sais plus, je crois que c'était Cambadélis qui avait parlé de cette idée en public, alors que le président était à l'autre bout de la planète.
Bon, je pense qu'en 2011, il y avait un petit Margoulin qui avait proposé une primaire alors que Nicolas Sarkozy était à l'autre bout du monde. Je pense qu'en rentrant, les choses seraient vite revenues dans l'ordre. Voilà, c'était vraiment, à mon avis, cette année, François Hollande, de toute façon, ne pouvait pas aller aux primaires. Le simple fait qu'il y ait des primaires était de toute façon un signe de faiblesse extraordinaire pour un président de la République. Mais en revanche, c'était la première fois qu'il y avait des primaires au sein de la droite. Voilà, c'est la première fois qu'on adoptait ce mécanisme. Puisque la droite était cette fois dans l'opposition et donc il y avait aussi un problème de conduite du parti qui s'était posé et il n'y avait pas eu de candidat qui était le chef naturel après que Nicolas Sarkozy, après sa défaite de 2012, ait annoncé définitivement quitter la vie politique avant de revenir finalement et de se présenter aux primaires. Donc les primaires étaient aussi un moyen peut-être de contenter les égos. Celui qui remporterait les primaires gagnerait ensuite un avantage pour conduire le parti et aussi établir des listes dans l'optique d'une victoire au présidentiel pour placer davantage ses poulains dans les élections législatives. Oui, en fait là, quand tu as dit ça, tu as parlé de l'objectif de ces primaires, de régler un peu le problème. En fait, le problème est plutôt dans la façon dont on a conduit ces primaires. Il y avait des querelles, disons-le. Ça a coincé aussi à l'élection du président du parti des Républicains. Enfin, déjà de l'UMP, pardon. Oui. Enfin, ça, je pense que je pense qu'il faut délier un peu les choses parce que, par exemple, au Parti socialiste, on a eu quasiment la même situation. C'est-à-dire qu'en 2008, on a eu une élection. On a une élection, on va dire douteuse, pour pas être désagréable, une élection douteuse de Martine Aubry, et ça a empêché 3 ans plus tard de faire une primaire qui ne pose absolument aucun problème. De toute façon, le fait que le leadership du parti soit réglé ne réglait pas la question du candidat. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que on attend de la primaire qu'elle règle complètement le problème du leadership. Sauf que le leadership, c'est pas quelque chose. Les gens vont pas forcément élire quelqu'un sur la question du leadership. Et on le voit cette année avec François Fillon, on n'a pas pris. Enfin, les électeurs n'ont pas choisi la personne qui avait le plus de leadership. Et ça, c'est un vrai problème de ces primaires. Et c'est la première confusion, c'est que les primaires sont un processus de sélection et pas une élection. Et je pense que ça, c'est fondamental parce que ça change un peu tout sur la façon dont on conduit les choses. Oui, c'est vrai. Cela dit, il y a peut-être aussi une question qui se pose et qu'on voit beaucoup ressortir, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quelque part un phénomène, je dirais, de suivisme ou d'imitation des partis politiques outre-Atlantique, voilà, notamment aux États-Unis en particulier. Oui, d'abord avec le changement du nom du parti UMP en républicain. On se posait la question si peut-être il n'y aurait pas une nouvelle formation qui s'appellerait les démocrates. Chez Emmanuel Macron, bon, finalement il a fait En Marche. D'ailleurs, au passage, on a appris que Hillary Clinton a fait un nouveau parti, une nouvelle formation qui s'appelle Onward, c'est Together, ça veut dire en avant ensemble ou en marche ensemble. Bon, c'est marrant de voir le phénomène d'imitation cette fois passer dans l'autre sens, c'est-à-dire côté Europe vers les États-Unis, mais qu'importe, disons que on se rend compte qu'il y a un phénomène assez troublant d'imitation de l'investiture, aussi de la manière de faire campagne, avec une scène au milieu du public, et puis des débats télévisés exactement comme
Alors, aussi ouais. au... Voilà, c'est un peu le point sur lequel je voulais arriver en fait, sur cette question de primaire, sur cette question de modalité en fait. C'est que les primaires américaines, en France, on les a singées. On n'a pas compris C'est vrai. comment ça fonctionnait en fait. En fait, aux États-Unis, c'est assez simple. Ça dure entre 9 mois et 12... Enfin, ça dure assez longtemps. Et c'est un système de vote par État. Et donc, on fait des sondages pour savoir dans le prochain État quel est le rapport de force, quel est le nombre de grands électeurs que chaque candidat peut avoir. Et de vote en vote, il y a un processus d'élimination qui s'opère parce que dès qu'on est distancé, comme c'est des campagnes qui coûtent en plus assez cher, dès qu'on est distancé, on arrête les frais. Ce qui fait que on arrive au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se dessine, il y a un candidat qui progressivement ressort et à la fin du processus des votes, généralement, on sait qu'il va être le candidat investi, qui va pouvoir rassembler et incarner son. Le problème vraiment sur ces primaires, c'est que nous on a gardé la multitude de candidats. Voilà. Donc on se retrouvait avec des débats, avec des processus de primaires où ils étaient 7. Alors je crois qu'ils étaient aussi 7 chez les socialistes. Sauf qu'on gardait beaucoup de figurants au bout du processus. Pardon ? Avec des candidats qui étaient plus des figurants, disons-le. Alors c'est encore c'est lié en fait. C'est vrai que c'est lié. C'est-à-dire qu'on garde la multitude de candidats, mais jusqu'au bout du processus, comme si le but de la primaire c'était d'établir les rapports de force au sein du parti et pas de choisir un candidat. C'est exactement ce que tu dis. Il y a des candidats qui n'étaient pas là pour gagner. Ils étaient là pour savoir combien ils pesaient au sein du parti. Ça pose quand même problème, c'est quand je dis qu'on a pris un processus de sélection pour un processus d'élection, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à une élection, savoir qu'on est minoritaire, qu'on pèse 2-3% a un sens. À la présidentielle, savoir que Hello pèse X%, ça a un sens. Tout ça, ça a un sens à une élection d'être minoritaire. Mais dans un processus de sélection, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vouloir, si je prends une allégorie un peu de cheval, ça n'a pas de sens de jouer placé quand le but c'est de jouer gagnant. Voilà. Ceux qui ont joué placé au sein des Républicains cette année, ils ont tout perdu parce qu'ils ont fait des scores rikiki, parce que en fait il y a une hyper-concentration des votes du coup sur les candidats qui aspiraient réellement au leadership. Et ça c'est vraiment un contresens total sur qu'est-ce qu'est une primaire qui permet de déterminer un bon candidat. Alors pareil, tu parlais des débats télévisés. Les débats télévisés qu'il y a, moi j'en ai regardé des débats avec notamment de Donald Trump. C'est très intéressant de voir le format. On a bien regardé le format là-dessus, et le format d'ailleurs est pas inintéressant. Je trouve, parce que c'est plutôt des débats qui ont été dynamiques. Donc ça, je pense que ça a plutôt été des bons débats. Donc pour toi, c'était des débats dynamiques. Au sein des Républicains, je trouve que les débats au sein des Républicains ont plutôt été de bonne tenue. Après, le problème, là encore, on est sur un problème de modalité d'exercice. Aux États-Unis, il y a 3-4 débats, mais il y en a peut-être un ou deux avant le début des votes, et il y en a un ou deux pendant les votes, pendant l'année de vote. Donc, si vous voulez, c'est vraiment distancé. Il y a vraiment du temps entre chaque débat, et c'est vraiment un événement. Là, pour les Républicains, on en a enfilé, je sais pas, 3 en 6 semaines, je crois, je crois que c'était ça, ou en 4 semaines. Il y en a un toutes les 2 semaines. Oui. Et pour le PS, alors là, ça a été le pompon. On en a eu 3 en 1 semaine. Donc là, ça n'a vraiment, ça n'a ni queue ni tête, en fait. On a pris le fait qu'on faisait 3-4 débats, mais on le fait en 1 semaine parce que on fait les choses à la va-vite, et que ça n'avait aucun intérêt de faire 3 débats en 1 semaine au sein du Parti socialiste. Il y avait pas, ça se justifiait pas. Parce qu'on peut dire après, de manière synthétique. Le problème des sondages, on faisait des sondages tous les jours.
Oui. Comme si tous les jours il y avait un sens à ce que son élection qu'elle ait à peine concerné 10% du collège électoral, qui est une variation d'un demi-point, comme si ça avait le moindre intérêt. Non, je pense qu'on a vraiment eu sur cette élection absolument tout ce qu'il fallait pas faire dans le cadre d'une primaire. Au passage, on peut dire que sur les sondages, pour le coup, ils ont vraiment été pris en porte-à-faux. C'est-à-dire que aussi bien que ce soit chez les Républicains que au Parti socialiste, pendant plusieurs semaines, on nous donnait Alain Juppé gagnant. Pas de bol, ça a été finalement un candidat très à droite. François Fillon, et pour ce qui concernait le Parti socialiste, c'était Manuel Valls, et là, de nouveau, pas de bol pour les sondeurs, ça a été Benoît Hamon, c'est-à-dire que à chaque fois, on s'est trouvé avec des sondeurs qui donnaient peut-être le candidat le plus au centre comme étant favori, mais ça a été un candidat qui incarnait la ligne une ligne plus dure, plus à droite pour les Républicains avec François Fillon, et plus à gauche chez le Parti Socialiste avec Benoît Hamon. Donc là-dessus, on peut dire aussi que dans cette opération de primaire qui d'ailleurs était, particularité juridique, étaient des primaires ouvertes, ce ne sont pas des primaires fermées, dans le sens où peuvent participer à la primaire tous ceux qui viennent payer une contribution. Ce qui va aussi influencer beaucoup sur le sort sur le sort de ces primaires-là. Donc là-dessus, les sondeurs ont vraiment été mis en porte-à-faux vis-à-vis de ce mécanisme-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que alors il y a ce phénomène de primaire ouverte, qui est un comportement qui n'est pas encore bien intégré chez nos électeurs ou même chez les partis. D'ailleurs, on a vu au Parti socialiste un gros incident de bourrage d'urnes, où on avait vu dans la semaine du 24 janvier que le Parti socialiste avait donné finalement une participation qui était gonflée à 2 millions. Selon le site de la Haute Autorité, apparaissait le chiffre de 1 249 126 votants, alors que le lendemain à 10h, il recensait 1 562 595 votants. Ce qui faisait quand même loin des 2 millions de votants qui étaient annoncés par le Parti Socialiste toute la soirée pendant un bon moment. Et finalement, ce pourcentage de vote a profité, qu'on le veuille ou non, en tout cas pour le second tour, plus à Benoît Hamon. Enfin, ce n'est qu'un constat, c'est lui qui en tout cas a été finalement ressorti gagnant, même si le PS a invoqué un bug. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, la greffe n'a pas pris vraiment la greffe de la primaire, puisque qui a profité surtout de cette élection, c'est En Marche, avec Emmanuel Macron, qui n'a même pas fait de primaire. C'est-à-dire que pendant que on assistait à une guerre au sein d'appareils entre plusieurs chevaux, eh bien, c'est un homme qui est sorti de façon inattendue, qui s'est présenté comme candidat avec une formation politique complètement nouvelle. Bon, certes, avec un énorme appareil médiatique, ça on va en parler, et qui finalement, sans faire de primaire, forcément vu qu'il est le fondateur de ce parti, et bien, en faisant, je dirais, une campagne à la française classique, a été propulsé finalement président de la République. Donc il y a peut-être aussi un enseignement à en tirer
sur le fait de l'imitation. Peut-être que des fois, voilà, on se trouve avec des obstacles aussi culturels, tout simplement parce que la politique, c'est aussi le fruit d'une histoire et d'une culture. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et c'est là où les primaires sont pas du tout en phase avec notre culture et notre système politique, et que là où je pense que la droite a particulièrement eu tort, c'est que on a déjà eu par le passé des problèmes de leadership. Mmh. On a eu 1974, Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing. On a eu Édouard Balladur, Jacques Chirac en 1995. En fait, la primaire, quand il y avait un problème de leadership entre deux barons, ça se réglait au premier tour de l'élection présidentielle. Et disons que on peut pas être divisé au point d'avoir 3-4 candidats à droite, avec vraiment du monde derrière, j'entends. C'est-à-dire des soutiens, des élus, des centaines d'élus. Ça se polarise éventuellement sur 2 personnes, mais pas plus. Donc le risque, en définitive, est assez limité. Moi, ce que je dis un truc très simple. Imaginons que il n'y ait pas eu de primaire et que on est 2 entêtés, on est Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui voulaient absolument y aller. Nicolas Sarkozy reprend le parti, il va. Alain Juppé crée son parti à côté, il y va aussi. L'histoire, elle est pas la même. Hein. Ça aurait fait comme Balladur Chirac en 95. Hein. Qui prennent leur courage à 2 mains, qui vont sans demander l'avis à personne, parce que faire une primaire, c'est demander l'avis des camarades. Est-ce que j'y vais pas. Hein. C'est demander un assentiment. C'est presque une histoire de bons et de mauvais élèves, cette histoire. Et le fait d'y aller directement, ça crée forcément une dynamique. Enfin, on voit ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, on voit ce qu'a fait Emmanuel Macron. Quand il y a un chef qui décide et qui est engageant, les gens ils suivent. Et de toute façon, si ça prend pas vraiment, si les gens ont pas de leadership, ont pas le sens du leadership, il n'y a pas de troupe derrière. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de troupe ? Non, mais c'est une question très simple, là, de l'aura mystique, c'est que les élus, ils suivent celui qui va les faire gagner l'initiative. Non, mais c'est très simple. Un élu, un député, ce qu'il recherche, c'est le leader qui va gagner les présidentielles et qui va créer les conditions pour une vague bleue, une vague rose, voilà. Pour l'orientation qu'il veut. Personne n'a intérêt, en tant qu'élu, les barons locaux, ils ont aucun intérêt à ne pas avoir un leader qui va gagner l'élection présidentielle. Donc, vous voyez, dans l'histoire de notre pays, toutes ces questions de leadership ont toujours été tranchées. Et je vois pas pourquoi d'un seul, depuis 2012, on serait incapable de faire émerger des leaders, on serait incapable de porter des leaders jusqu'à la présidentielle. Maintenant, on serait obligé de copier le modèle américain, et même avec toutes les critiques que j'ai faites sur les modalités d'exercice, même si on revoyait ces modalités et qu'on approchait un peu plus de la logique américaine, ça réglerait pas grand-chose. Ça réglerait pas grand-chose, parce que comme tu le dis, on est le fruit d'une culture politique qui fait que, en France, c'est la rencontre d'un homme et du peuple, et que finalement les Français sont assez fidèles à cette logique-là. Oui, et d'autant que, cette fois, les résultats ont démontré que les 2 partis qui ont procédé à des primaires n'ont pas été au second tour et ont été doublés en plus par un parti qui venait d'être créé, avec un candidat qui n'a jamais été à une élection, qui était inconnu depuis, dont on ne connaissait le nom que depuis moins de 2 ans, 2 ans à peu près. Et en plus de ça, le deuxième parti qui s'est trouvé au 2e tour, et pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, et cette fois j'aimerais qu'on en parle un peu plus, c'est celui du Front National avec Marine Le Pen. Voilà, c'est la 2e candidate qualifiée, et on parlait du 21 avril 2002, nous voici revenus, je dirais, 15 années en arrière, rebelote, cette fois on a eu le père il y a 15 ans, cette fois c'est la fille. Alors, pourquoi sa présence au second tour ? Cette victoire d'Emmanuel Macron, ce côté triomphaliste déjà dès le soir du premier tour, est-ce qu'on pourrait dire que il n'y a pas
quelque part une banalisation qui se fait finalement du Front National depuis très longtemps. Comment endiguer ça ? Sur la normalisation, je pense qu'il faut revenir au résultat des régionales de décembre 2015, où on a plus de, si mes souvenirs sont bons, je crois que dans plus de 30 départements, on était à plus de 30%. Et dans un certain nombre de départements, donc c'était la première force politique au premier tour. Et malgré le fait qu'ils étaient en suffrage les premiers au premier tour, au second tour, ils ont eu absolument aucune région. Moi, je persiste à penser qu'il y a plus utile que la diabolisation pour convaincre les gens de ne pas voter FN. Je pense que la meilleure des choses, ça serait qu'on ait peut-être un système qui soit un peu plus représentatif. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même dans une situation où là, on sait encore avec les projections qu'on va avoir que en gros, le FN va pas avoir plus de 30 députés. Il y a quand même un problème démocratique à un moment quand un parti qui rassemble 7 millions d'électeurs au premier tour de l'élection présidentielle se retrouve avec 30 députés, et en 2012 je crois que c'était 2 députés à l'Assemblée nationale après avoir fait 6 millions de voix au premier tour de la présidentielle. Le problème de ce système qui ne donne pas de place au deuxième, l'inconvénient de ce système majoritaire, c'est que ça renforce la victimisation du Front National. Ça renforce l'idée d'un système qui empêcherait le Front National d'accéder au pouvoir. Alors que voilà, on voit que dans les communes où il y a le Front National, on voit vite que, contrairement aux villes de gauche et aux villes de droite, où au niveau local, on cherche à gommer l'idéologie, à part dans les très grandes villes, la plupart des villes ne se jouent se jouent moins sur des questions partisanes que sur la personnalité du maire, que sur la personnalité de l'équipe. Et ça, on le retrouve quand les maires prennent leurs fonctions, qui mettent en œuvre leur programme. Il y a plein de villes, moi je mets au défi les gens de reconnaître si c'est du PS ou des Républicains ou de l'écolo. Voilà, c'est assez difficile parce qu'il y a vraiment un sens du pragmatisme au niveau des partis de gouvernement. Il y a un sens du pragmatisme au niveau local où on essaye vraiment de mettre en place les mesures de bon sens. Et quand on étudie un peu ce qui se passe dans les villes FN, au contraire, on sent un poids de l'idéologie qui est extrêmement fort. Je veux dire, c'est un très vieil exemple, mais j'aime bien cet exemple. En 1995, une des premières choses que la mairie de Vitrolles a trouvé intéressant de faire après les élections municipales, quand c'était de réintroduire des livres sur le général Pétain dans les bibliothèques. Oui, j'avais vu. Non, mais je veux dire, là on est. Leur première question, c'est pas le logement, le logement, les transports. Non, c'est de savoir est-ce qu'il y a des livres du maréchal Pétain dans la bibliothèque. Bon, on est au FN dans une logique tellement idéologique qu'au niveau local, ça se casse vite les dents en fait. Donc je pense que c'est plus ils ont de responsabilités locales, plus ils se cassent les dents sur le réel. De toute façon, on voit bien. Là, je fais un peu une digression par rapport au débat, mais on a bien vu sur le débat de l'entre-deux tours que Marine Le Pen n'avait pas réellement de solution et qu'elle n'avait pas réellement de vision pour la France. Que dire tout va mal et c'est de la faute d'un tel, que ça fait pas un programme politique. Voilà. Et c'est vrai que ce débat a vraiment inversé les tendances. C'est un parti normalisé, pas normalisé, parce que c'est un parti qui n'a pas beaucoup de fonctions exécutives par rapport au poids politique qu'il a dans les élections. C'est vrai que aussi il y a eu ce débat qui, je pense, a fait vraiment qui vraiment a été très révélateur sur finalement la vraie figure du FN version Marine Le Pen,
car c'est vrai que c'est une personne qui a fait beaucoup pour tenter de rajeunir le parti, mettre des nouvelles figures, qui a beaucoup gauchisé son discours, essayé de le lisser, et ça fait depuis 10 ans quand même qu'elle est à la tête de ce parti, qu'elle a tenté tout pour remporter les élections locales, que ce soit les élections aux municipales, les élections aux régionales, avec un certain succès pour le coup aux dernières fois, aussi aux élections européennes, et pourtant, pour la première fois, elle se trouve, cette fois, ça y est, au deuxième tour. Eh bien, 10 années lui ont même pas permis d'avoir un fond argumentaire sur le pays réel, alors que pourtant, il y a énormément d'éléments qui pourraient être en sa faveur, je dirais, d'arguments, que ce soit avec l'économie, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec aussi le contexte des attentats, de l'insécurité. Eh bien, à chaque fois, on craignait, quand on abordait ces questions-là, de faire le jeu du Front National. Et au final, eh bien, tout ce ballon de baudruche qui s'est gonflé pendant près de 10 ans, s'est dégonflé le soir du débat. Et ça s'est constaté aussi dans les sondages. Et il suffisait d'aller sur quelques pages. On voyait les réactions des militants du FN qui eux-mêmes n'y croyaient même plus. Ouais, c'est vrai. Et là, alors que Emmanuel Macron perdait 1 point par jour dans l'entre-deux tours avant le sondage, il s'est mis cette fois à regagner, et c'est plutôt Marine Le Pen qui s'est mise à s'effondrer, parce que ses arguments étaient extrêmement confus, imprécis. Je citerai quelques exemples sur le rachat d'Alcatel, de Alstom et de celui de SFR, où cette fois elle était confrontée à l'homme qui, à tort ou à raison, ne pouvait que, je dirais, en apparence avoir raison, quel que soit ce qu'il puisse dire, puisque c'était la personne qui était directement confrontée au dossier. Deuxième point, c'était aussi sur les questions européennes, où elle pataugeait sur l'écu, débat d'arrière-garde, puisque l'écu n'existe plus depuis que nous sommes passés à l'euro. Mais cet écu, finalement, on voyait qu'elle ne maîtrisait pas ce dossier-là, et c'est naturellement, qu'elle s'est enfoncée face à Emmanuel Macron, qui paraissait sûr de lui sur des aspects techniques que, naturellement, en tant que ministre de l'économie aussi, il était mieux à même de connaître, et finalement, le résultat est là. Certes, Marine Le Pen a fait un score de 35%, mais au final, elle n'a pas réussi son objectif, et même, on voit ce qu'on disait en introduction déjà, que le Front National est aussi touché par, l'éclatement et la recomposition du paysage politique français. Je citerai quelques exemples. Déjà, le Parti Socialiste, qui est à 6%. On voit Anne Hidalgo, Martine Aubry et Christiane Taubira qui lancent un mouvement politique qui s'appelle Dès demain, en dehors du Parti Socialiste. Même Benoît Hamon, qui a pourtant été le candidat investi, va lancer en juillet son propre mouvement. Il y a à droite le phénomène vraiment de scission. On voit 22 députés des Républicains et du Centre qui sont tendance borloïste et juppéiste, qui souhaitent rejoindre le gouvernement de Édouard Philippe. On voit aussi à l'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen, qui annonce quitter son mandat de chef de l'opposition Conseil régional PACA, et Marine Le Pen qui annonce vouloir créer un autre mouvement appelé probablement Front des Patriotes, ça reste à déterminer. Et au final, le paysage politique qui était installé en France depuis, disons, plus de 30 ans,
eh bien, est complètement en train de voler en éclats à l'issue de cette élection présidentielle. Et ça, c'est un point qui finalement amène à se poser des questions. Est-ce que finalement, il y a peut-être parmi ces partis politiques qui existaient depuis si longtemps, des clivages qui étaient purement apparents, des clivages d'appareil, alors qu'en réalité, idéologiquement et dans la pratique du pouvoir, eh bien, ces clivages-là disparaissaient, s'estompaient, et on se disait finalement tous pareils, et voire certains disaient aussi tous pourris. Et d'où là aussi la montée de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le dégagisme avec France Insoumise. Donc, est-ce que pour toi qui es militant, il y a... quelles leçons tu tires aussi de l'éclatement et la recomposition du paysage politique français ? Je pense que déjà par rapport à ces mouvements que t'as cités, que ce soit Marine Le Pen, Hidalgo, tous ces gens qui maintenant créent des mouvements, se sont découverts une passion pour les mouvements qui intègrent la société civile. Je pense que tout ça, c'est l'imitation de En Marche. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'En Marche, ça fonctionnait comme un parti politique dans le cadre d'une élection. Donc ils sont un peu... De toute façon, il y a toujours des gens qui veulent copier une fois qu'un truc marche. Oui, je disais que quand quelqu'un réussit quelque chose, souvent, il y a plein de gens qui essaient d'imiter. Et là, tous les lancements de mouvements, que ce soit Benoît Hamon, Hidalgo, Le Pen, en fait, sont un peu dans cette logique d'imitation, sans comprendre pourquoi Emmanuel Macron a fait à ce moment précis à lancer un mouvement. Son mouvement, peut-être qu'il l'aurait lancé il y a 2 ans, ça aurait pas marché. À une autre élection, ça aurait pas marché. Il l'a fait à un moment précis. C'est pour ça que ça a fonctionné. Et on en vient du coup à la question de la recomposition. La recomposition, elle tient vraiment à des circonstances, à une évolution certainement de la société française dans son ensemble. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe avec le PS qui est en train d'être vampirisé par En Marche, ou pour être moderne, je devrais plutôt dire grisé par En Marche, c'est que cette recomposition-là, le fait d'avoir un nouveau parti socialiste, ça fait des années que tout le monde en parle à gauche et que tout le monde attend que quelque chose se passe. Bon. Donc qu'il y ait des gens du Parti Socialiste qui se plaignent du succès d'En Marche, c'est un peu grossier parce que fondamentalement tout le monde attendait que ce Parti Socialiste se transforme et de l'intérieur manifestement ça ne pouvait pas se transformer. Ils ont un peu tout tenté. Il y a l'émergence de l'équivalent français d'un parti démocrate, disons-le. Alors moi, la question, c'est que on n'a pas, on peut regarder ce qui se passe ailleurs, mais après, je pense qu'il faut faire attention à pas copier des modèles pour le coup étrangers, parce que on a quand même une spécificité. Et alors aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet sur la recomposition, qu'est-ce qu'attendent Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Parce qu'il y a une alliance objective très claire entre ces deux acteurs. Ce que veut ça c'est original, vas-y. Ce que veut Marine Le Pen, alors là j'ai pris des notes pour pas dire de bêtises et pour être extrêmement précis sur la question de la recomposition. En juin 2016, Marine Le Pen confiait qu'elle espérait une recomposition de la vie politique qui s'accélère avec la création de 2 pôles, avec d'un côté l'UMPS, mondialiste, post-national, oui, et de l'autre côté, les patriotes attachés à la nation. Voilà. Donc, déjà, en 2016, Marine Le Pen disait, elle veut un bloc, elle, contre le reste du monde, en gros, contre les républicains. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est pas un duo, c'est plutôt un trio. C'est une extrême gauche, une extrême droite, et lui au milieu. Voilà, c'est sa recomposition aujourd'hui quand on lit ce que demande Emmanuel Macron, quand on lit les analyses, c'est clairement un système en 3 pôles et l'énorme risque par rapport à ça,
imaginons que ça fonctionne. Hein. Là, moi, je pense que c'est quelque chose qui aura du mal. Je reviendrai là-dessus après. Pourquoi ça aura du mal à droite à fonctionner. Mais imaginons qu'il réussisse son coup, qu'il réussisse à aller des libéraux, du centre gauche du PS au centre droit, voire à la droite gaulliste des Républicains, et qu'une autre partie des Républicains aille éventuellement au FN. Mm-hmm. On aurait quoi? D'un point de vue purement médiatique, qu'est-ce qui nous pend au nez là? Qu'est-ce qui nous pend au nez après 20 ans, 30 ans de diabolisation du FN? Ce qui nous pend au nez, c'est que l'extrême gauche, l'extrême droite, on dira, c'est les deux camps du mal. Mmh. Et il y a le camp du bien qui est au milieu. Voilà, il y a le camp du bien. C'est une sorte de quasi-régime de parti unique, c'est-à-dire que y ait un parti qui fasse un peu l'épouvantail, comme un rabatteur. Ou deux épouvantails. Un ou deux épouvantails. Si l'extrême gauche se maintient, oui. Voilà. Tout à fait. Pour attirer finalement les électeurs vers, je dirais, le chasseur, comme une technique de chasse, c'est le but d'un rabatteur, qui lui finalement va tout récolter, les petites proies, c'est-à-dire les électeurs. Ce serait un peu ça, c'est un système de tenaille où finalement un parti sert de faire valoir à l'autre. Qui serait complètement saturé et hétéroclite pour tous ceux qui refusent les extrêmes. Et donc, je veux dire, il y a un moment. Moi, je veux bien qu'on ait des points communs, que les militants des Républicains aient quelques points communs avec des militants du Parti socialiste, mais il y a quand même, ça va vite trouver ses limites, parce qu'on va être, tiré à huée à dia. Il faut voir quand même que certains gouvernements socialistes qui étaient, par exemple, de gauche plurielle, ils étaient sans cesse, alors que le spectre était beaucoup plus réduit. Ils étaient sans cesse à se faire la guerre au sein du gouvernement, parce que c'était une alliance de gens qui pouvaient avoir des vues radicalement différentes sur parfois des sujets fondamentaux. Donc là, il y a un vrai, au-delà de la tactique, au-delà du court terme, ça peut être à court terme. Emmanuel Macron peut avoir une victoire extrêmement forte. En créant un pôle central, en réduisant un peu de chagrin les Républicains, sauf que voilà, c'est quoi les conséquences derrière? À plus long terme, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et ce qui ressort de tout ça, c'est un système qui sera, comment dirais-je, tout ce qu'on peut reprocher à la démocratie française aujourd'hui, je pense qu'on pourra le reprocher fois 1000 pour la question du manque d'alternance, de réelle alternance. Mais j'ai envie de dire que c'est pas si incohérent que ça, et même quelque part, certains, disons-le, crieraient vite au complot, mais regardons à l'histoire récente. Sous Mitterrand s'était bien servi du Front National pour, en 86, justement, siphonner les voix de l'opposition RPR, UDF, et en même temps, servir de rabatteur de voix pour mobiliser ses troupes au plus fort du moment de Touche pas à mon pote, de la génération antiraciste, et afin de dire, voilà la vraie différence entre nous, PS, la force politique du vivre ensemble et Touche pas à mon pote, et eux en face, ceux qui font plutôt les accommodements raisonnables avec finalement ceux qui sont des nostalgiques des pages les plus sombres de notre histoire. En plus de ça, certains faisaient effectivement des yeux doux, même parmi les grands leaders de l'époque du RPR. On se rappelle aussi Chirac avec sa sortie sur le bruit et l'odeur. Bon, c'est vrai que un certain cynisme et un côté calculateur des hommes politiques de gauche, avec les forces pourtant dites les forces dites les plus extrémistes, et qui finalement peut aussi leur profiter. Cela s'est vu, et François Hollande et Macron
peuvent aussi avoir bien tiré la leçon, surtout François Hollande. D'ailleurs, dont je rappelle, et ça c'est un point qu'on avait partagé sur la page de Radio Expression, dans le livre Un président ne dit pas ça de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, il y a notamment un passage où François Hollande se confie en décembre 2015 sur la nécessité de créer un nouveau parti politique pour, je cite, porter le coup de grâce au Parti socialiste, donc totalement nécrosé, dont il pressent qu'il est arrivé au bout d'une histoire vieille de près d'un demi-siècle sur les décomptes de la SFIO qui a été créée en 69. Il avait déjà imaginé un nom pour ce nouveau mouvement. Il s'était depuis longtemps posé la question, et cela le hantait depuis longtemps, de refonder le Parti socialiste. Et il dit, tant qu'il y avait des partis de gauche, les communistes, les Verts, qui acceptaient de faire alliance avec le PS et qui représentaient quelque chose, on n'avait aucun intérêt à refonder le PS. Mais dès lors que ces alliés se sont rigidifiés, sectarisés, il faut faire sans ces partis-là. Comment ? Avec le parti le plus important, on en fait un nouveau qui permet de s'adresser aux électeurs ou aux cadres des partis, notamment par l'élargissement, et en s'élargissant à des gens qui n'ont jamais fait de politique partisane et aux gens du centre. Et cela me permet aussi d'ailleurs de revenir sur François Bayrou, dont on parlait tout à l'heure des accords majoritaires. François Bayrou qui avait crédité, on peut le dire, les 4% qu'il avait d'intention de vote, 4 à 5% dans les sondages, avant que finalement les candidatures définitives pour l'élection présidentielle ne soient finalement composées, eh bien on peut dire aussi que si Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour, c'est aussi effectivement grâce à cet accord majoritaire qui a permis le soutien de François Bayrou à Emmanuel Macron, et que c'est aussi le candidat du centre, où finalement François Bayrou s'est mis à François Hollande étant bien le disciple de François Mitterrand, et finalement Emmanuel Macron étant aussi nourri, je dirais, au même lait que ces deux derniers. Oui, alors je pense qu'il y a autre chose à voir, parce que là on parle de ce qu'a pu l'aboutissement d'une réflexion qu'a pu avoir François Hollande fin 2015. D'ailleurs, je pense que c'est aussi des échanges avec Emmanuel Macron à ce 2015. Sujet qui a certainement aussi influencé Emmanuel Macron pour aller dans ce sens et pour foncer. C'est ça. Mais et finalement, ce dont il parle là, il y a déjà des écrits dans les années 90, dans les années 80, sur cette refondation d'une force beaucoup plus large que le Parti socialiste. Donc en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, et ce qui est à ce titre exceptionnel, c'est qu'il a fait ce que rêvent les réformateurs de gauche depuis 30 ans. Il y a une image qui m'a marqué pendant son intronisation, ça a été le discours de Laurent Fabius. Oui. Laurent Fabius s'est permis de donner des conseils. Une lettre de mission, je dirais. Pardon ? Une lettre de mission, disaient certains commentateurs. Oui, non, mais de toute façon, peu importe le terme, c'était de toute façon déplacé. Pour quelqu'un qui a passé... je donne juste une anecdote. Entre l'année où il a commencé à être dans un gouvernement et l'année où il en est sorti, Laurent Fabius, il s'est passé 25 ans. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui a hanté la gauche toutes ces années. S'il avait pu intellectuellement faire quelque chose, et s'il avait eu l'audace de faire quelque chose, il l'aurait fait. Je pense qu'on Et c'est l'homme aussi qui a liquidé la période socialiste du Parti socialiste, de celle du entre 80 et 83. Il aurait pu faire des choses, mais je veux juste fermer sur Laurent Fabius, c'est que tous ces gens-là espéraient faire quelque chose, espéraient faire ce coup, et ils ont préféré par confort, dès qu'ils ont été députés, dès qu'ils ont été ministres, ils sont rentrés dans la logique ronronnante des gouvernements, de l'Assemblée nationale,
il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Emmanuel Macron, c'est l'homme que Michel Rocard aurait voulu être, c'est l'homme que Laurent Fabius aurait voulu être, c'est l'homme que François Hollande aurait voulu être. Alors voilà, c'est pour ça que je pense que les termes de ce qui a été dit en 2015 par le président Hollande, il faut pas le voir comme un grand plan secret, mais il faut le voir simplement comme, pour moi, tout ça n'était qu'une évidence. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que au Parti socialiste, on attendait de savoir qu'est-ce qui allait pouvoir, refonder le Parti socialiste ou qu'un autre parti prenne le relais. Mais honnêtement, aujourd'hui, ils sont soulagés, les militants socialistes, qu'il y a En Marche. Ils sont soulagés. Et les cadres aussi sont soulagés qu'En Marche ait fonctionné. Et je pense même que pour la droite, je rappelle que je suis militant à droite, je pense même que pour la droite, c'est important que la gauche évolue et qu'elle évolue vers quelque chose de plus moderne et qu'on plus optimiste aussi avec des clivages qui sont complètement absurdes. Je veux dire, quand François Hollande, et là on revient à la recomposition, il y a une part de clivage qui est ridicule, dans le sens où depuis 30 ans la gauche, quand elle est au pouvoir, mène des politiques de privatisation, de compétitivité qui sont bien plus audacieuses que la droite, qui finalement la droite qui cherche à se gauchiser quand elle est au goût. Donc on a des postures lors des élections qui n'ont plus rien à voir avec l'exercice, notamment de la pratique économique une fois qu'on est en exercice. Donc il y avait quand même une bonne part, Emmanuel Macron lève quand même un tabou sur un certain nombre de choses factices, et je pense que là-dessus, ça c'est salvateur. Là-dessus, Emmanuel Macron est salvateur. Après, sur son souhait de tout détruire sur son passage, j'aime pas trop les anecdotes, j'aime pas trop les choses un peu trop psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait énormément écho sur les questions des noms des partis. En Marche, l'initiale d'En Marche, c'est EM, comme Emmanuel Macron. Bon, jusqu'à là, allez, on va dire c'est qu'un coup. Quand ils ont dit que c'était La République En Marche, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je trouve ça un peu long comme nom de parti. C'est un peu bizarre comme nom. Avant de me rendre compte quelles étaient les initiales. LREM, comme si c'était les Républicains En Marche. Bon, c'est un peu excessif, quoi. Il y a un côté un peu excessif. Il a déjà réussi à ubériser la gauche et le centre. Et là, il veut aller jusqu'à la droite. Attention à la fusion de trop. Dans les fusions-acquisitions, il y a un truc important, c'est que on peut être tenté, quand il y a eu 1, 2, 3 fusions qui ont bien fonctionné, d'en faire une 4e, une 5e, parce que on oublie un moment ses fondamentaux. On est un peu trop gourmand, et il y a un moment on fait pas attention, il y a un ratio auquel on n'a pas fait attention, et tout s'écroule. Et le risque pour Emmanuel Macron, voilà, c'est de vouloir aller trop loin dans le rassemblement et de finir avec un tel camp central qu'on va se retrouver. L'alternance, en fait, c'est très simple. L'alternance, ça serait Marine Le Pen. Mais d'ailleurs, j'avais écrit une tribune que j'ai jamais publiée en 2016 suite à ces propos de Marine Radio Le Pen. Expression t'ouvre grand de ses colonnes. Hein. Pardon ? Notre site. On t'ouvre grand nos colonnes, hein, notre espace. C'est bien dit. J'y penserais, mais donc j'avais préparé une tribune sur le souhait d'Alain Juppé. C'était une idée qu'il avait eue à la fin de l'année 2015. C'était son souhait de former un gouvernement d'union nationale. Et j'avais très simplement expliqué dans cette tribune que à partir du moment où on crée un pôle où la gauche et la droite sont réunies, vu que ça va pas fonctionner, on se retrouve, l'alternance en 2022, c'est le Front National. Vu que ni la gauche ni la droite ne pourront prétendre à représenter l'alternance. Et là aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, même s'il a plus de talent que Alain Juppé, on a le même risque. On a le même risque que le Front National apparaisse du simple fait de cette recomposition comme la seule alternative, quand bien même on a vu sur cette élection à quel point ce parti restait un parti amateur, sans préparation économique, sans préparation sur les sujets économiques, avec beaucoup de démagogie, et voilà, on risque de donner au FN une élection sur un plateau d'argent
en acceptant cette recomposition complètement hétéroclite au centre. Donc attention si finalement on utilise trop le FN pour réaliser finalement la stratégie que tu disais tout à l'heure dans un article de 2016 de Marine Le Pen, d'avoir finalement deux blocs, un bloc patriote contre un bloc européiste. C'est peut-être ce qui pourrait finalement nous brûler tout le paysage politique, à trop jouer avec le feu du FN. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta franchise et ton absence de langue de bois. Et bien écoute, notre site et page Facebook t'ouvre grandes ces colonnes pour tes contributions. Voilà, pour que tu puisses, j'espère, réactualiser ton projet d'article et le publier sur notre site et notre page. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous écoutiez Esprit de l'ascenseur, une émission de Radio Expression qui était ce soir animée par Johan en compagnie de Xavier. Nous espérons vous retrouver très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.